Alors merci beaucoup déjà pour l'accueil chaleureux. Faut être très honnête avec vous, je vous envie un peu d'avoir pu travailler déjà maintenant pour 2 jours dans ce magnifique château et d'avoir ce temps magnifique ici à Saverne. Je n'ai jamais été dans le château, donc j'étais très content d'avoir été invité par vous et j'espère que nous allons être capables d'animer un débat et je l'espère contradictoire. Ça sera compliqué parce que vous allez constater que quand Brigitte sera là, c'est assez rare qu'on nous contredit. Donc la contradiction à la fin doit venir de vous pour vraiment avoir un débat fructueux. Je veux commencer avec une perspective assez personnelle parce que je pense que dans le sujet sur lequel on va travailler cet après-midi, sur lequel on va faire ce débat, il y a très peu de choses qui n'ont pas changé les 20 dernières années. Si je compare la situation où on est maintenant avec la situation quand j'avais votre âge, si je me peux permettre de le dire, quand j'ai fait mon service militaire en Allemagne, dans l'artillerie blindée de Kusel, en Palatinat, je pense que presque tout a changé. Ce qui a changé, on peut le dire, c'est ce qu'on a vécu, c'est l'effondrement total de l'architecture de sécurité dans laquelle on a vécu pendant des décennies. Quand j'ai intégré la Bundeswehr le 1er septembre 1999, on nous a dit la bienvenue, on a dit c'est beau de vous avoir ici, mais on n'a pas besoin de vous. Parce que le service militaire, ça sert à défendre le territoire allemand, et comme on n'a plus d'ennemis, on n'a pas besoin de soldats qui le font dans cette masse qu'on a eue dans les décennies avant. C'était l'époque où on a pensé que nous sommes, je le cite, encerclés d'amis, qu'on est arrivé à la fin de l'histoire, qu'on aurait gagné la guerre froide, que le monde tel qu'on imaginait était un monde dans une logique du droit international, une géopolitique basée sur des valeurs et le droit international. On a pensé que cet ordre géopolitique sera incontesté au moins pour les décennies à venir. On s'est trompé. Je me souviens, en 2000, quand j'étais dans la Bundeswehr, on avait une nouvelle artillerie blindée. À l'époque, le dernier cri, c'était la Panzerhaubitze 2000. À l'époque, on nous a dit, bon, nous l'avons maintenant, mais comme vous, on n'en a pas besoin, parce que c'est fait pour des opérations terrestres dans un grand conflit militaire continental, et ça n'existe plus. Parce que on n'a plus d'ennemis, je vous l'avais cité, on est encerclé d'amis, et que c'était inimaginable d'en avoir encore une fois besoin en Europe. Aujourd'hui, vous le savez, la Panzerhaubitze 2000 est une des armes les plus importantes dans la guerre en Ukraine. Donc oui, on s'est trompé là-dessus. On s'est trompé d'ailleurs aussi sur la question comment se va développer l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une très belle citation, je pense que c'était Jean-Claude Juncker qui a dit « ça sera la ever closer union ». On ne pourrait pas imaginer un pays aussi bête de vouloir quitter l'Union européenne. Malheureusement, nous l'avons tous vécu quelques années plus tard. Notre perception du monde dans lequel nous vivons a complètement changé. Depuis 10 ans, je dirais, plus ou moins, la Crimée, le Brexit, la crise migratoire, Trump, l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, et pas pour finir, mais pour donner un autre exemple, le discours de Munich de jeudi 20. On sait aujourd'hui qu'on s'est trompé depuis quelques années déjà, et donc la réalité dans laquelle nous vivons est dominée par 2 constats qu'on n'aurait peut-être pas pu imaginer. Premier
constat que nous vivons, si on veut faire la différence entre la paix, le conflit et la guerre, plus en période de paix. Nous vivons sous une menace russe dans l'objectif, et c'est pas moi qui le dis, c'est M. Poutine qui le dit, est de rétablir la sphère d'influence de la Russie de l'époque de l'Union soviétique. M. Poutine a dit, vous le savez, que la plus grande catastrophe du XXe siècle, ce n'est pas la Shoah, ce n'est pas les guerres qu'on s'est faites, mais la chute de l'Empire soviétique. Et son objectif est de rétablir cette sphère d'influence. On peut dire, bon, c'est le droit de la Russie de vouloir rétablir son influence, mais je pense que le constat est clair, cet objectif est incompatible avec une Europe libre, souveraine et libérale. Et pas seulement dans les pays baltes ou en Pologne, mais jusqu'en Allemagne, et donc aussi pour nous vivant dans l'Europe de l'Ouest. Pour cet objectif, il est, ça aussi, la Russie est, force est de constater, prête à faire la guerre chaude que nous observons depuis, on peut dire 2015, en Ukraine, mais au plus tard depuis 2022, la guerre de désinformation chez nous, une guerre hybride de sabotage, d'attaques cyber contre nos infrastructures critiques. Donc il est prêt à faire la guerre aujourd'hui et le sera demain si vous regardez la mobilisation des troupes russes sur le front est de l'OTAN. On peut observer que, et c'est public, c'est pas un secret, que nous avons aujourd'hui, la Russie a aujourd'hui, plus de soldats et plus de matériel dans le district militaire qui est notre voisin, le voisin du front est de l'OTAN, qu'avant la guerre en Ukraine, alors qu'en Ukraine, la Russie est encore en train de mener une guerre totale contre ce pays. Donc si on se demande, est-ce que nous vivons encore en période de paix? Moi je dirais que non. Je dirais que non. C'est peut-être pas encore la guerre, mais nous vivons dans une période de conflit, au moins partiellement armé. Et ça, c'est la différence du monde dans lequel on vivait en période de 2010 peut-être. Aujourd'hui, notre réalité est différente. Et en même temps, deuxième évolution qui marque notre réalité, c'est le fait que les États-Unis, qui étaient le garant de la paix et de la stabilité en Europe, qui ont fait ça pour nous pendant des décennies, nous disent aujourd'hui, au meilleur des cas, chers Européens, tout ça, c'est pas notre problème. La sécurité en Europe, la paix en Europe, c'est votre souci, c'est votre continent. Nous, on n'a rien à foutre. Et ça, c'est le meilleur des cas. Au pire des cas, nous devrions constater que l'ancien garant de la paix en Europe est aujourd'hui le meilleur copain de celui qui la menace. Et donc voilà la réalité de nos jours. Donc quels sont les enjeux d'une commission de défense dans un parlement allemand ou français? C'est le même chantier. C'est tout le travail qui est nécessaire pour nous rendre capables à défendre nous-mêmes. Je le dis tout au début, nous voulons être capables de nous défendre pour ne pas être obligés un jour de nous défendre. Parce que une des leçons à tirer de ce qu'on a vécu les 20 dernières années, peut-être encore plus, c'est que c'est la faiblesse qui attire les agresseurs. C'est notre faiblesse qui rend possible et pensable une
guerre en Europe. Ce n'est pas l'armement de l'Union européenne qui rend notre vie dangereuse. C'est une situation dans laquelle nous sommes abandonnés par les États-Unis. Salut Brigitte, c'est un grand plaisir de te revoir. Deuxième fois pour la semaine. C'est notre faiblesse qui la rend dangereuse parce qu'il nous manque de tout. Et quand je dis nous, je ne parle pas, notamment pas de la France, parce que je suis un député allemand, je pense que je parle de tous les Européens, pas seulement de l'Allemagne. Il nous manque les capacités stratégiques dont on a besoin pour défendre le continent, parce que c'est les États-Unis qui en possèdent, et pas nous. Il nous manque une industrie de défense performante, capable de produire assez d'armement dont on aura besoin. Il nous manque le personnel nécessaire pour le défendre, donc des soldats. Il nous manque une dissuasion nucléaire assez grande pour, si on en avait besoin, remplacer celle dont nous profitons des États-Unis jusqu'à présent. Et si dans ce scénario dont je viens de parler, que les États-Unis se retirent de l'Europe, il nous manque surtout une chose qui est très précieuse de nos jours, il nous manque du temps. Parce que ce n'est pas pour 2029 ou 2035 ou 2040, les périodes dans lesquelles on a pensé autrefois pour nous armer, mais c'est pour aujourd'hui, si nous voulons garantir la paix, en ne pas étant faibles et en ne pas attirant ainsi les agresseurs de tous bords et surtout de la Russie. Donc concrètement, ce qu'on fait en Allemagne, c'est tout ce qui est nécessaire, whatever it takes, comme notre chancelier vient de le dire. Et autre message peut-être négatif, ça sera super cher. Ça sera super cher d'augmenter d'une façon adaptée le budget de l'armée. Ça sera super difficile de faire ce qui est nécessaire pour aussi convaincre nos populations, non pas seulement pour dépenser assez d'argent pour cela, mais surtout pour avoir la volonté de nous défendre. Parce que nous nous sommes habitués à vivre en période de paix. Je pense que psychologiquement, pour moi aussi, il est super difficile de s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui veut être notre ennemi. Parce que ce n'est pas notre choix d'avoir dit maintenant on va nous armer, on va revenir dans une période et dans une logique de guerre froide. Mais c'est la volonté de ceux qui nous menacent, pas nous, mais en ce moment de la Russie surtout, qui rend nécessaire que nous parlons des sujets dont on n'a pas eu l'impression de devoir le faire encore une fois, notamment en Allemagne et maintenant, je peux en discuter peut-être, la réintroduction, le rétablissement du service militaire suspendu il y a quelques années. Donc, mesdames et messieurs, l'objectif, je viens de le dire, mais je veux le souligner à la fin, c'est d'être capable de nous défendre pour ne jamais être obligé de nous défendre contre quelqu'un qui veut nous attaquer. Donc, beaucoup de sujets sur lesquels on peut faire le débat. Je suis ravi d'être ici et j'espère qu'il y a au moins quelques opinions contradictoires pour avoir un vrai débat. J'espère que j'ai eu la base maintenant pour beaucoup de contradictions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que sur la contradiction, on peut faire confiance pour la salle. On lancera le tour de parole juste après, si ça vous va. On va laisser d'abord la parole. Non, pardon, c'est embêtant, je vais répondre à monsieur tout de suite. Si ça vous va, on laisse d'abord la parole à la Non, je ne suis pas sûr, parce qu'elle ne va pas dire la même chose. Jacques Schmitt, désolé. Mais je veux bien suivre votre propos, mais je pense que ce n'est pas le bon moment. On avait un bon volet, il faut répondre au volet 1,
Et puis d'avoir le volet 1 et le volet 2, c'est pas la même chose. Oui, Hervé, stop. Donc du coup, merci de nous avoir rejoints. Je vais vous poser la même question qu'à Ornès, c'est de savoir de l'autre côté du Rhin, et puis peut-être aussi sur cette perspective de l'Assemblée franco-allemande que vous présidez. Quels sont pour vous les enjeux sur cette question de l'Europe en monde et de faire la paix, de se préparer à faire la guerre contre le pays sur les sujets. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais est-ce que vous m'entendez? Oui. S'il n'y a pas trop de retour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la contradiction avec Valentin, ça va être assez compliqué, parce qu'on a l'habitude, on se voit, comme il l'a dit, quand je suis arrivée 2 fois par semaine, on avance beaucoup ensemble. On n'est pas toujours tout à fait d'accord sur tout, mais on essaye, nous essayons de trouver un chemin commun. Et j'ai envie de dire d'ailleurs que c'est un petit peu comme cela que nous voyons que la collaboration, la coopération franco-allemande avance, et notamment au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Si vous me permettez, je souhaite prendre 2 minutes parce que je vais en parler l'une ou l'autre fois certainement. Je vais peut-être vous dire ce qu'est l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Parce que je sais qu'il y a des Français, évidemment tous les Français qui sont dans la salle connaissent l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Je sais qu'il y a également des amis d'autres pays. En fait, c'est unique au monde. Et ça, je tiens à le souligner. Depuis, j'en ai même la chair de poule contre les Alsaciens. Vous savez que la France et l'Allemagne ont été des ennemis héréditaires pendant des siècles. Et voilà, vous avez vu la réconciliation qu'il y a eu très très vite entre nos deux pays. Cette année, nous célébrons les 80 ans seulement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Or, déjà, dans les années 50, 60 évidemment, on a cherché à se tendre la main et à se réconcilier. Si je vous dis cela, c'est que si aujourd'hui nous avons un Parlement, et je parle bien d'un Parlement commun, binational entre la France et l'Allemagne, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, j'ai envie de dire c'est presque un miracle. En tout cas, il faut que vous, et notamment les jeunes, les plus jeunes qui sont dans la salle, le comprennent bien. Et je vais répondre à votre question, mais déjà, j'ai envie de vous partager, comme monsieur là, il était pressé de dire ce qui lui tenait à cœur, j'ai envie de vous dire tout de suite ce qui me tient très à cœur. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, chers jeunes et puis moins jeunes aussi, que cette amitié franco-allemande, elle a l'air d'aller de soi. Enfin, c'est juste normal. Évidemment, nous, y compris ma génération de la guerre, eh bien, pour travailler dans le cadre de la coopération franco-allemande maintenant depuis quelques années, je vais pas dire l'inverse, mais je vais dire quand même que c'est un travail de tous les instants. Hein, c'est comme une amitié, c'est comme dans un couple, dans la vraie vie. Et bien, si on ne cultive pas notre amitié, si on ne cultive pas notre amour, ben, cette amitié, cet amour peuvent se distendre. Je tiens à vous dire ça parce que, voilà, c'est comme ça que je ressens. Et je vous le dis aussi, et même si on le sait, même si c'est rebâché de toutes parts, qu'on le veuille ou non, c'est cette amitié franco-allemande et ce travail entre nos deux pays qui fait que le socle de cette Europe, bien sûr, nous tenons à travailler avec l'ensemble des pays, et notamment dans le cadre de Weimar, du triangle de Weimar avec la Pologne, on travaille avec tout le monde, mais il faut une base forte pour pouvoir ensuite être très fort. Je termine sur l'Assemblée parlementaire franco-allemande et vous verrez pourquoi je vous en parle tout à l'heure. Nous sommes 50 députés français de l'Assemblée nationale, 50 députés allemands du Bundestag. On a compris que Roland et moi, nous sommes membres tous les deux, avec exactement la même physionomie politique que notre Assemblée nationale et que le Bundestag. Et je veux dire que c'est ça aussi qui est intéressant. Et notre objectif, c'est d'essayer de trouver des chemins communs, de travailler sur des sujets. J'ai eu la chance pendant 2 ans et demi, et je viens d'être renouvelée, d'être élue co-présidente du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Nous avons travaillé les 2 dernières années, vraiment on a mis sur la table des sujets sur lesquels nous n'étions pas d'accord. La défense, et j'y reviens tout de suite, l'énergie, voilà. Et même si on n'est pas d'accord,
c'est pas grave, on essaie de trouver un chemin commun pour avancer. Si je vous dis ça, c'est pour vous illustrer le fait que il y a maintenant 2 ans et demi que j'ai pris cette coprésidence, la première réunion, l'une de nos collègues françaises a souhaité que nous travaillions sur, au sein de la PFA, que nous travaillions sur les questions de défense et d'industrie de la défense. À l'époque, il y a 2 ans et demi, nos amis allemands nous ont dit « Ah non, non, enfin, c'est très embêté », et ils nous ont dit « Non, c'est juste pas possible ». Et quelques mois plus tard, la géopolitique faisant certainement aussi son chemin, nous on n'a plus rien dit, on n'a plus insisté, mais ce sont nos amis allemands qui sont venus vers nous et nous ont dit « Ah tiens, on ne pourrait pas faire un groupe de travail sur la défense ». Et voilà, on a fait comme si ça venait d'eux. Et voilà, on a dit « Bah oui, évidemment ». Et on a travaillé cette question ensemble. Voilà, si je vous dis cela, c'est parce que voilà, la paix, moi j'ai envie de dire, ça se construit chaque jour, avec les moyens de dissuasion dont peut-être Roland a déjà parlé, à travers ce qu'on pourrait appeler cette diplomatie parlementaire, mais aussi, mesdames, messieurs, chers jeunes, à travers vous, parce que moi je plaide, j'arrive pas, je suis tenace, je plaide pour que la mobilité des jeunes entre la France et l'Allemagne, un pass transport et un pass culture pour les jeunes, pour que durant tout l'été, les jeunes puissent circuler entre nos 2 pays, aller au spectacle, aller au théâtre, aller au concert. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à se connaître. Et ça aussi, ça va de soi. J'ai envie de dire aussi parler la langue de l'autre, parce que quand on parle la langue de l'autre, on parle à son cœur et pas à sa raison. Tout ça, ça participe à la paix. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de défense et de la situation géopolitique, mais qui sûrement aura déjà été très très bien présentée par mon ami Roland. Les défis sont hyper nombreux aujourd'hui. Je pense que dans ma vie politique, qui est déjà longue, je n'ai jamais vu une période où il y a autant de défis, que ce soit la montée des extrémismes un peu partout, et dans le monde, et en Europe, une crise migratoire qui est très importante, la transition écologique, évidemment, la transition énergétique, et puis la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, et qui plus est, la réélection de Donald Trump, qui j'ai envie de dire, n'arrange pas beaucoup les choses. Mais vous avez tous en tête l'une ou l'autre citation hyper célèbre, et il y en a une que j'aime beaucoup et qui va bien à cette période, celle de Jean Monnet, qui disait que l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. J'ai envie de dire, profitons entre guillemets de cette crise pour nous renforcer, cette amitié et ce travail entre la France et l'Allemagne, pour renforcer le pilier européen de l'OTAN. Évidemment, je parle du pilier européen de l'OTAN. J'ai entendu la fin de l'intervention de Roland. Tout seul, on peut juste rien faire, malgré l'arme nucléaire que nous disposons notamment en France. Mais l'Europe doit être beaucoup plus puissante pour demain être capable d'assurer sa sécurité et d'assurer également son indépendance géopolitique. Je ne veux pas faire de politique, vous savez que je suis députée Renaissance, Ensemble pour la République, mais il faut quand même qu'on soit d'accord ou non avec Macron, il faut quand même dire une chose. En 2017, déjà, donc dès le début de son mandat, il parlait d'autonomie stratégique européenne. Et aujourd'hui, on en prend le chemin. Il aura fallu cette crise pour qu'on avance. On voit bien l'Allemagne, et elle s'en réjouit énormément, qui a fait maintenant sa Zeitenwende. Scholz parlait de Zeitenwende, j'ai envie de dire, c'est Merz qui est en train de le prendre en œuvre, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine de la défense aussi, puisque ils investissent beaucoup maintenant en Allemagne dans la défense pour nous permettre justement d'arriver à cette autonomie stratégique européenne. Et ça, je tiens vraiment à le saluer.
Alors, pour ne pas être trop long, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions, je voudrais juste encore rajouter un tout petit pan à ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, avant de conclure cette première intervention. J'étais il y a une semaine à la remise d'un fanion ou d'un ruban au fanion allemand de la brigade franco-allemande. C'est pas la première fois que je vais à la brigade franco-allemande, notamment à Mülheim, qui est proche de chez nous, je suis à Colmar. Là, je peux vous dire que quand même, là aussi, on se dit, nous sommes en paix avec l'Allemagne depuis seulement 80 ans, mais quand même déjà 80 ans. Pour ceux qui ne sont pas alsaciens, c'est la plus longue période de paix que nous ayons eue en Alsace depuis les siècles, 80 ans. Eh bien, je vais vous dire que de voir une brigade, que de voir l'armée française et l'armée allemande travailler ensemble, même si on peut critiquer qu'ils pourraient faire encore beaucoup plus, ben, c'est quand même déjà juste énorme. Et puis à Strasbourg, nous avons la chance d'avoir le ROCOR qui est, j'ai envie de dire, une armée multinationale européenne, qui est là aussi pour renforcer l'OTAN, qui est là aussi à la disposition de l'ONU. Là aussi, 80 ans juste après la fin de la guerre. J'ai envie de dire, évidemment, il y a de l'ordre du symbole, et il me tient très à cœur, vous l'aurez compris, mais c'est aussi, ce sont des puissances militaires, et puis ce sont des soldats, et notamment la brigade franco-allemande, qui pour la première fois va pouvoir intervenir, français et allemands, ensemble, sur le front de l'Est. Et tout cela pour en arriver à une conclusion que j'avais en tête et qui va certainement me revenir tout de suite, et qui m'est revenue. J'étais il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, en Bosnie-Herzégovine et en Moldavie, avec la secrétaire d'État aux Affaires européennes française de l'époque, Laurence Bourg. Et j'ai rencontré avec elle de nombreux dirigeants politiques, mais aussi des commissions, voilà, un peu moins nombreux, mais commissions des citoyens. Je me présentais là-bas comme coprésidente du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Mais je peux vous dire que ces gens dans ces pays où la guerre est encore à leur porte, où la guerre c'était juste hier, ou c'était avant-hier, plus c'était hier, mais ils nous regardent avec des étoiles dans les yeux et ils disent mais c'est pas possible. Vous qui étiez en guerre, la France et l'Allemagne, aujourd'hui vous avez un parlement commun. Eh ben, comme quoi, pour faire la paix, on a évidemment besoin d'armes et de dissuasion, mais il faut pour la paix aussi, à un moment donné, savoir tendre la main à son adversaire et lui dire on ne peut pas continuer comme ça, on veut un autre avenir pour notre jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos 2 interventions. Avant de passer la parole au public, on souhaitait vous relancer sur cette question que vous avez commencé à aborder, celle aussi de la remilitarisation de certains des États européens, notamment en Suisse, aussi suite aux promesses qui ont été faites lors du dernier sommet de l'OTAN. Alors, l'Académie Louise Weiss, c'est une académie de la paix. On s'est beaucoup questionné autour de ces sujets ces derniers jours. Est-ce que, selon vous, cette remilitarisation, cette idée de la défense européenne, elle peut servir à créer une Europe qui soit médiatrice de paix sur son continent, mais aussi plus largement qui puisse servir à défendre l'état de droit et nos valeurs aussi de respect du droit international au niveau international. Ok. Moi, je pense que dans le monde tel qu'il est, on a besoin, pour donner du pouvoir à la diplomatie, et pour avoir la possibilité, comme tu viens de dire, de se tendre la main avec l'adversaire de hier, il faut savoir se défendre pour, en période dans laquelle l'adversaire ne veut pas te tendre la main, tu peux garantir la paix. Et pourquoi vous avez quand même tout à fait raison de dire que c'est l'Europe
qui doit être la modératrice, médiatrice de la paix, parce que une chose est sûre, c'est que tout seul, les États membres de l'Union européenne, les nations européennes ne seront jamais, dans le monde tel qu'il est, le monde de l'année 2025, assez performants, assez grands pour défendre la souveraineté nationale de chacun de nos pays, la liberté sur le continent, parce que il nous faut rester ensemble pour avoir le pouvoir nécessaire pour faire ça. Je pense que le plus important, parce que l'Union européenne, bien les Européens, je parle des Européens parce que c'est plus que l'Union européenne, doivent faire, ce que nous devons faire, c'est rester ensemble, de ne pas nous laisser diviser, parce que ça serait la faiblesse qui attirerait ceux qui menacent la paix de nos jours. Donc rester unis, ça veut dire quoi? Et là je reviens sur l'OTAN. Rester unis ou bien œuvrer ensemble en tant qu'Européens pour la paix, ça veut dire tout d'abord de ne pas comprendre ce que nous faisons maintenant dans les États en ce qui concerne le réarmement comme une rémilitarisation nationale de nos pays. C'est une approche, je ne parle que de ce que nous faisons en Allemagne, mais je pense que c'est la même chose en France, c'est une approche pro-européenne. Nous voulons contribuer avec nos forces militaires à une défense européenne. C'est des intérêts vitaux de l'Allemagne de défendre nos partenaires. Vous connaissez tous le traité de l'Union européenne qui nous oblige à faire cela. Ce n'est pas que l'OTAN qui nous permet de vivre en paix et en sécurité, c'est aussi l'Union européenne parce que nous nous avons promis de nous soutenir en cas d'attaque contre un des pays membres. Et donc, réarmer nos pays, c'est aussi, c'est ce que l'Union européenne fait aussi avec We Arm Europe, c'est aussi défendre l'Europe tout entière. Est-ce que l'Union européenne sera l'acteur principal de ce travail? Non, je ne crois pas. Pas dans les années qui viennent maintenant. La défense sera sans doute dans l'avenir des prochaines années, sera toujours, pas la domaine absolue, mais quand même la domaine principale des nations. Il y a trop de différences encore dans la stratégie, dans notre culture de défense, dans notre droit constitutionnel, qu'il serait possible de transférer cette compétence de défense entièrement à Bruxelles. Moi, j'imagine pas. On peut répondre à un moment donné à ça, juste à monsieur. Je l'espère. C'est pour ça que vous avez appelé la contradiction. J'ai déjà pris. J'espère. Ah oui. Ce ne sera pas Bruxelles qui va décider sur l'arme nucléaire française ou les soldats allemands. Ce sera une coopération entre les nations et la contribution aussi de l'Union européenne dans d'autres matières, par exemple la construction d'une industrie de défense, la création d'un marché libre d'armement, etc. Mais ce sont surtout dans une sorte de coalition of the willing, comme on le dit en bon allemand, une coopération des nations. Et donc oui, dans une approche pro-européenne, avec, à mon avis, l'objectif à long terme de créer une sorte d'armée européenne dont le noyau peut-être aujourd'hui est cette brigade franco-allemande dont Brigitte vient de parler. J'espère d'avoir semé assez de discorde maintenant. Ouais, donc, je crois. Très bien, merci. Ça vous va, on laisse Madame Killian intervenir sur cette question. Et promis, après, j'arrive avec vous vers le micro. Voilà. Je pense que là, ouais, c'est bon, il fonctionne. Bon, alors, moi je suis toujours plutôt d'accord avec ce que dit Roland.
En fait, nous sommes, je l'ai évoqué tout à l'heure, et vous le savez, dans une période où les menaces augmentent ici en Europe et partout dans le monde. Et donc, oui, il faut investir plus dans nos armées, investir plus pour la défense. Nous le faisons en France depuis un certain nombre d'années. Et maintenant, d'autres pays européens, et en particulier l'Allemagne, veulent et interviennent financièrement très lourdement dans ce sens-là. Mais la militarisation, ça ne veut pas dire pour autant l'agressivité et vouloir agresser les autres pays. C'est en fait pour assurer ici en Europe notre sécurité collective. C'est bien ça l'objectif. Et vous le savez bien, pour être écouté dans le monde, eh bien, il faut peser. J'évoquais déjà, et j'y reviens, la remilitarisation, évidemment, et à côté de ça, évidemment aussi, la diplomatie. Et quand je dis diplomatie, c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est les chefs d'État, le gouvernement, les parlementaires, mais aussi la société civile qui a un rôle très très important à jouer. Et vous avez peut-être vu qu'avant-hier, au Quai d'Orsay, le ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe a mis en place la première réserve citoyenne diplomatique. Il y avait là des jeunes, des moins jeunes, qui ont envie de s'engager pour la France dans le monde et qui font maintenant l'objet d'une réserve citoyenne diplomatique. C'est exactement en fait ce que je suis en train de vous dire. L'union, oui, il faut une union dans notre Europe. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Roland. Il faut une voie européenne qui soit unie, ou le plus unie possible, en tout cas sur un socle commun solide dans les institutions internationales. Parce que, bon, je l'évoquais aussi, la France dispose de l'arme nucléaire. Et comme je pense que c'est une question qui va venir, je vais tout de suite vous donner la réponse. Est-ce que cette arme nucléaire va, entre guillemets, servir ou plutôt protéger nos voisins allemands, nos voisins italiens, nos voisins belges, etc., et les autres pays européens? Le président Macron l'a dit très 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 clairement, et je voudrais le citer: les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne. Les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne. On veut dire avec ça, tout est dit. Ça ne veut pas dire que nous allons garantir, que la France va garantir une protection nucléaire aux autres pays, mais c'est un signal politique. Et un signal politique très fort qui est d'inviter à ce que la solidarité, à peser pour la solidarité stratégique européenne. C'est ça, c'est cette solidarité stratégique européenne dont nous avons besoin à partir de la France, mais à partir des autres pays de l'Union européenne, parce qu'il faut que nous soyons forts ensemble. Ça ne veut donc pas dire pour autant qu'on va partager le bouton nucléaire, mais ça veut dire que, eh bien, grâce à cette protection nucléaire que nous avons en France, eh bien, ça va certainement aussi dissuader des agressions ou des agresseurs qui risquent de venir, comment dire, on peut dire envahir la France, quoi, mais opérer des actions en France ou dans nos pays voisins. Et puis, juste pour terminer, Roland a parlé d'investissement, de la brigade franco-allemande aussi. Évidemment, et on a essayé de le faire dans les années passées, il faut le faire beaucoup plus maintenant et dans les années à venir. Lorsque nous investissons les uns et les autres en Europe dans la défense, eh bien, il faut que ces équipements, que ces investissements soient coordonnés pour aussi, eh bien, qu'un militaire français puisse utiliser une arme achetée par le ministère de la Défense allemand et vice-versa, et aussi, le cas échéant, pour éviter les doublons dans le domaine des armements.
va passer le micro. Si ça vous va, on peut prendre peut-être 2 ou 3 questions pour avancer là-dessus. J'en vois au moins 3 là-bas, pour savoir pour les premières qui étaient levées. Avec monsieur, je crois qu'il y a Gabriel derrière et Chloé aussi qui avaient des questions. Et je ne vous refais pas le résumé d'avoir les questions qui sont vraiment les questions, mais qui puissent être présentées. Merci. Oui, Gabriele Casano, direction nationale du GEF Italie. Du coup, merci pour cette leçon de nationalisme. Je suis vraiment ravi de ça. Parce que je pense que c'est vraiment impossible aujourd'hui penser à l'Europe un État complètement figé dans une vision nationaliste. Et de ce que chaque nation peut faire pour soi-même et pas ce que les nations européennes peuvent faire pour les Européens. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ce que vous avez dit, madame, par exemple, en référence à ce que Macron avait dit en 2017, mais alors c'est contradictoire avec votre point en commune avec monsieur qui avait dit que c'est l'intérêt des nations, comme l'Allemagne, comme la France, qui est l'intérêt européen. Bon, Macron, il avait dit que l'intérêt européen, ça été la pierre sur laquelle bâtir l'Europe de demain. Il n'a jamais parlé de France en ce sens-là en 2017. Il parlait de l'Europe, il parlait de créer une Europe plus forte. Aujourd'hui, on dit qu'on doit faire une défense de chaque pays plus forte pour soutenir l'Europe. Alors, ce n'est pas la même narration. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on parle de nation, de renforcer le militaire national, et on ne parle pas de défense européenne. Et ça, c'est vraiment c'est sans sens. Parce que si on dit qu'on va renforcer la défense de chaque pays, et on ne fait pas les investissements nécessaires pour créer vraiment une coopération qui est efficace, ça veut dire qu'on ne fait pas de l'intérêt des Européens parce qu'on va dépenser beaucoup plus. Et ça, c'est un problème. Pour quelle raison, moi, comme Européen, je dois renoncer à l'éducation, à la recherche, pour faire l'intérêt d'un pays quand on peut faire l'intérêt de l'Europe? C'est ça le point, parce que nous, on va dépenser beaucoup plus avec cette approche nationaliste qu'on pourrait faire si on fait ensemble. Il y a plein d'études qui disent comme ça. Du coup, ce n'est pas un point politique, c'est un point économique très clair. Il faut faire des travaux ensemble. Il ne faut pas penser aux armées de chaque pays. On doit penser aux armées européennes, parce que si on ne pense pas aujourd'hui, si on verra que un jour quelqu'un va nous attaquer, bon, si on est tous séparés, on n'est pas sûr d'être capable. Parce que personne, il n'y a on n'est pas sûr que la France et l'Allemagne fera vraiment les intérêts des Européens tous ensemble. On n'est pas sûr de ça, parce qu'on n'a pas les institutions, on n'a pas les principes qui nous peuvent aider dans ces sens-là. Voilà. Moi, je vais dire une chose simple. Je suis 100%. Écoutez, ça suffit. On va couper la parole cette fois. Je suis juste 100% d'accord avec ce que monsieur vient de dire. Et tout ce que monsieur a dit est parfait. Et je m'en vais là-dessus parce que j'ai jamais vu devant 100 Européens fédéralistes, je le dis, des jeunes fédéralistes parler aussi peu de fédéralisme et être aussi retardé que vous, monsieur. Alors, c'est votre choix de quitter la salle. Par contre, je respecte les prises de parole de tout le monde. Donc, comme on a fait depuis jeudi, on alterne toujours un homme et une femme pour prendre la parole, pour respecter aussi un et deux les prises de parole. Et on va donner la parole à Esther. Je voudrais demander, je viens de la Hongrie, et en fait, je pense que la réconciliation, c'est une bonne méthode de faire ces sortes de coopération. Et auparavant, on a eu aussi des sessions communes des gouvernements hongrois et roumains, par exemple, parce que
questions et ensuite on prend des suivants. Vas-y. Voilà, je vais démarrer parce que Gabriel, c'est bien ça Gabriel? Oui, Gabriel, monsieur italien. Je sentais que la question m'était notamment posée à moi, mais pas que. Alors, très franchement, je suis sur le fond, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais voilà, comme vous le savez, je fais de la politique depuis très longtemps. Et autant je suis idéaliste, mais autant je suis aussi réaliste. Et j'évoquais tout à l'heure Jean Monnet. Et Jean Monnet parlait de la politique des petits pas. Il faut juste savoir que évidemment, on peut y avoir des tournants politiques importants dans un pays au niveau européen. Mais moi, ce que j'ai constaté dans ma vie d'élu jusqu'à présent, c'est que ce qui se passe le plus souvent, c'est la politique des petits pas. Et cette politique des petits pas, je vais vous dire aussi comment elle se fait, selon moi, dans l'international et dans le binational. Il faut d'abord avoir un objectif commun. Ensuite, il faut avoir la volonté d'y d'aboutir. Et puis, troisièmement, le numéro 3 devrait peut-être être le numéro 1. Pour moi, c'est le numéro 1. Il faut des relations humaines, des relations personnelles entre les personnes. Un exemple. Regardez ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne. Je suis désolée, c'est le sujet que je connais le mieux. C'est le sujet dont je parle, la France et l'Allemagne, du temps de Scholz. On voyait bien qu'il n'y avait pas d'atome crochu entre le chancelier allemand et le président français. Du coup, on a plutôt stagné, voire reculé, puis avancé ensemble, il faut se le dire. Aujourd'hui, depuis le premier jour, le nouveau chancelier et le président de la République s'entendent bien au niveau personnel. Et quand on s'entend bien au niveau personnel, ça, j'ai envie de dire, ça change tout. Parce qu'on peut s'appeler le matin, on peut s'appeler à 2h du matin, et on peut essayer d'avancer ensemble. Donc moi aussi, je suis j'ai envie de dire, au fond de moi-même, je suis une fédéraliste, j'ai envie d'une armée européenne, là, maintenant, tout de suite. Mais il faut juste se rendre compte que, malheureusement, ça n'est pas possible aujourd'hui. On va y arriver, et je sais qu'on va y arriver, je suis convaincue, et je ferai tout pour qu'on y arrive. Mais pour l'instant, il va falloir encore qu'on franchisse un certain nombre d'étapes, surtout que vous voyez bien qu'un certain nombre de pays européens sont avec des gouvernements plutôt extrémistes aujourd'hui. Ce qu'il faut, et je vais conclure là parce qu'il y a encore beaucoup d'autres questions, j'imagine, il faut effectivement, et ça se fait, vous évoquiez la recherche. Évidemment, il y a de la recherche qui s'est faite entre la France et l'Italie, entre la France et l'Allemagne, au niveau européen aussi, dans le domaine de la défense. Mais aujourd'hui, c'est juste comme ça. Et je pense, et là vous avez raison, c'est peut-être maintenant, du fait des crises que nous connaissons en termes géopolitiques, qu'il faut qu'on amorce ce tournant. Donc je pense qu'on amorce les investissements, etc. Et bien se font encore pays par pays avec les budgets européens. Jonapod Kivanok, Kedvesh Maratagne. Je parle un peu hongrois, je le disais, je saluais notre amie hongroise dans sa la réconciliation et puis la coopération entre la France et l'Allemagne et la PFA. Alors notre assemblée binationale est assez récente. Nous existons depuis 2019. C'était la volonté des deux présidents de l'Assemblée nationale et du Bundestag de l'époque, Richard Ferrand et Wolfgang Schäuble, d'avoir une assemblée parlementaire unique dans la suite du traité d'Aix-la-Chapelle. On va se dire les choses là aussi comme elles sont. C'est pour ça que moi j'essaye d'être réaliste, mais quand même de faire avancer les choses. Comment dire, il faut d'abord que cette assemblée s'est mise en place donc en 2019. En 2020, il y a eu le Covid.
l'Assemblée parlementaire franco-allemande a beaucoup aidé à réouvrir les frontières au moment du Covid, mais du coup, quand même, tout s'était un petit peu arrêté et il n'y avait plus trop de réunions. Là, et puis ensuite, il y a eu des bouleversements politiques en France, en Allemagne. Aujourd'hui, et je pense que Roland Theiss va sûrement aller dans le même sens que moi, nous avons la chance d'avoir à la tête du Bundestag, à la tête de l'Assemblée nationale et de notre APFA, des présidents qui veulent vraiment dynamiser cette instance et qui veulent vraiment en faire une instance qui compte et qui a du poids. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait des travaux communs, je ne vais pas m'étendre dessus, mais il s'agit ensuite pour nous, dans un premier temps, de faire adopter les textes communs entre la France et l'Allemagne par nos deux parlements, Assemblée nationale et Bundestag, parce que nous n'avons pas la possibilité de légiférer directement. Je pense que ça viendra un jour, mais pas encore aujourd'hui. Et nous faisons également l'assaut des différents ministères et structures pour que les textes et les recommandations que nous prenons soient suivis d'effet. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Et ensuite, il y avait encore une question sur l'international. Là aussi, je vous parlais des relations personnelles, etc. Depuis que je suis présidente, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, je plaidais et je continue à plaider. Je sais que j'ai un avocat auprès de moi qui va dans le même sens, pour que l'APFA puisse aussi agir au niveau international. Moi, je souhaitais, et je ne sais pas si je peux le dire, Roland m'a proposé de le faire, moi je souhaitais depuis 2 ans qu'avec un parlementaire allemand, au titre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, nous puissions aller en Ukraine et que les parlements français et allemands, ensemble, puissent dire aux Ukrainiens, nous sommes là et nous vous soutenons. Voilà. Et ça, aujourd'hui, suite au renouvellement qu'il y a eu, je pense que nous arriverons à le mettre en œuvre. Merci. Tout d'abord, je pense que vous n'avez pas touché un point de désaccord en principe. Parce que si j'ai parlé de ce que nous faisons maintenant au niveau national, dans tous les pays membres, d'abord c'est accompagné par une politique européenne sur le niveau européen, et ensuite c'est une mobilisation des Européens pour notre sécurité collective au niveau qui a aujourd'hui la responsabilité de la compétence législative. Mais vous avez tout à fait raison que la coopération là-dedans est cruciale parce qu'elle nous rend efficaces. Et c'est pour ça que l'Union européenne fait par exemple le programme SAFE, fait le PESCO, nous travaillons ensemble dans la mobilité militaire, et ça va dans le bon sens. Parce qu'en principe, je veux souligner ce que Brigitte vient de dire, si on avait à construire l'Europe from scratch, il fallait bien sûr mettre la défense dans la main du niveau européen. Bien sûr, parce que c'est des frontières collectives que nous défendons, parce que nous avons les mêmes intérêts en sécurité collective. Mais je viens de vous dire tout au début que nous n'avons pas le temps de commencer un débat sur la question quel est le niveau compétent, quel est le niveau qui devrait avoir la compétence, parce qu'il faut agir maintenant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la réalité des traités et la réalité aussi démocratique dans nos pays. Donc il est important d'agir maintenant, mais sur le long terme. Là, je suis tout à fait d'accord. Nous avons besoin d'une sécurité collective organisée par les Européens dans la coopération la plus étroite que possible. Ça, c'est l'idée. Et deuxième point, deuxième question, je fais juste souligner ce que Brigitte vient de dire. Le franco-allemand en Europe, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il est important que la France et l'Allemagne soient d'accord sur les grandes questions, mais ça ne suffira pas pour faire changer, pour faire bouger les lignes en Europe. Alors on a besoin de partenaires, le triangle de Weimar par exemple, mais tous les autres partenaires. Donc cette coopération franco-allemande au niveau parlementaire ainsi qu'au niveau de l'exécutif ne doit jamais
être une coopération exclusive, toujours être une coopération ouverte à tous nos partenaires. Moi j'ai l'impression il y avait un symbole très important du chancelier Merz le premier jour de son mandat, d'aller le matin à Paris et l'après-midi à Varsovie. Ça, c'était un symbole très très fort. Et je suis vraiment heureux que ce symbole n'a pas initié un débat en France. Est-ce que ça réduit l'importance de notre partenariat? Non. Macron, et à mon avis, les Français ont très bien compris que cette amitié franco-allemande ne doit jamais être exclusive parce qu'elle sert un objectif commun qui est la construction européenne. Donc ça, c'est peut-être la possibilité de répondre. On va reprendre quelques questions. Parfait. Je vais vous demander de faire des questions courtes et on va faire aussi des réponses courtes. Comme ça, on prendra un maximum de questions. Je vais vous donner la parole. Je voulais simplement vous demander aux deux intervenants d'où vous causez. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez avoir une majorité politique, chacun parmi les députés français ou allemands, dans le sens de ce que vous dites? Je serais tout à fait pour ce que vous avez dit, mais vous êtes un macroniste. Le pauvre président Macron, il représente, mettons, au maximum un tiers de Français. Et vous, j'ai cherché simplement sur Internet. Vous êtes député CDU de la Sarre, c'est-à-dire les voisins de la France. Voilà. Que vous soyez d'accord entre vous pour l'essentiel, c'est un bon début, je vous en félicite, mais il faudrait quand même aussi savoir dans quelle mesure vous représentez, en tant que député, politiquement, la scène politique des deux pays. On va prendre une autre question. Louisa Rosen, du coup, étudiante à ESPOL. Alors, j'ai peut-être mal compris tout ce que vous nous avez dit, mais j'entends ici la guerre comme une urgence, selon vous. Ma question, c'est quand est-ce que d'autres sujets seront considérés comme urgents? Je parle ici des 1,5 degrés qui viennent d'être dépassés. Je parle d'une femme sur 3 en Europe qui va subir des violences dans son quotidien. Donc voilà, j'aimerais savoir quand ces sujets deviendront une priorité, tout comme le réarmement aujourd'hui. Vous avez compris qu'on a travaillé sur la tête pendant 2 jours. Et on prend une troisième question. Bonjour, Joël Bessénon, étudiant en Sciences Po Paris. J'aurais une question, ça va surtout à Mme Klinkert, et je pense que M. Taille aura aussi des choses à dire. Vous avez dit que l'amitié franco-allemande allait de soi. À titre personnel, je pense. Ah, ok. Ok, ne va pas de soi. Ah, bon, alors ma question tombe un peu à l'eau. Je me suis raté. Mais dans ce cas-là, enfin, alors qu'est-ce qui permet quand même d'appuyer votre assertion? Pourquoi elle ne va pas de soi? Moi, je pense que vous avez dit qu'elle allait de soi. Donc ça biaise un peu mon jugement, mais je serais quand même curieux de savoir si vous pouviez étayer ce qui permet d'appuyer votre assertion. Merci beaucoup. On peut répondre à... Alors, je vais commencer avec vous, monsieur. D'abord, ce que je viens de décrire, c'est la ligne politique du gouvernement de M. Merz, alors qu'il y a aujourd'hui la majorité au Bundestag. Mais, vous avez tout à fait raison, nous vivons dans une démocratie, alors pour mener une politique à long terme, il faut convaincre nos populations. Et ça ne va pas de soi. Parce que c'est vrai, il faudra nous habituer à une situation qui est totalement différente comparée avec ce que nous avons vécu les dernières décennies. Donc c'est vrai, ça c'est le désavantage entre guillemets. Je ne veux pas être mal compris des démocraties, que nous, en tant que députés, en tant que société, nous avons besoin de construire des majorités pour une politique. Ce n'est pas le dictateur qui décide. C'est la grande valeur de la démocratie, mais c'est le grand défi aussi. Alors, mais en ce qui concerne ce que je viens d'exprimer, c'est
c'est pas que le savoir pro-européen, c'est la ligne politique de monsieur le chancelier. Ensuite, la question sur les autres défis, madame. Pardon, d'accord. Vous avez tout à fait raison. Et je veux simplement prendre l'exemple du changement climatique. À cause du fait qu'il y a une guerre en Ukraine, et à cause du fait qu'il y a une guerre en Iran, et à cause du fait que notre paix est menacée, le changement climatique n'est pas moins dangereux qu'il y a 5 ans. Pas du tout. On a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est peut-être pas seulement le problème de la politique, mais de la société. Le premier souci de nos populations en ce moment, c'est la paix parce que c'est à court terme. Donc on a peut-être l'impression qu'on s'occupe moins des conséquences et du combat contre le changement climatique que nécessaire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai une autre idée encore. C'est que si nous voulons vraiment combattre le changement climatique et faire quelque chose qui sera utile, on a besoin du droit international. On a besoin d'un monde et d'un ordre géopolitique qui le permet aux États de se mettre autour d'une table, de décider ensemble, et après, à la base du droit international, faire appliquer les règles pour combattre le réchauffement climatique. Alors, ce droit international, c'est exactement, et ce monde, cet ordre géopolitique qui est basé sur le droit international, c'est exactement ce que nous défendons en nous défendant contre les menaces de notre époque. Parce que quel est l'objectif des gens comme Poutine, malheureusement aussi de Trump et d'autres? C'est de changer l'ordre géopolitique de notre époque et de faire en sorte qu'il n'y a plus de souveraineté d'État qui se mettent autour des tables et créent des règles qui seront appliquées après, mais un ordre géopolitique qui sera construit des zones d'influence dans lesquelles les hégémons, voilà, peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous imaginez une rencontre entre M. Poutine, un dirigeant chinois, M. Trump, parler du réchauffement climatique et des problèmes que nous avons aussi ici dans le sud de l'Europe? Non, parce que ça ne sera jamais leur priorité. Mais eux, ils défendent un ordre géopolitique qui ne le permettrait plus de construire un droit international qui nous rendra capables à combattre vraiment le réchauffement climatique. Ça, c'est l'idée que j'ai. Donc, en défendant nos valeurs, notre façon de voir le monde, nous défendons la condition essentielle pour agir vraiment contre le changement climatique. Et donc, c'est ce que je veux dire. Vous avez raison, c'est plus peut-être la priorité de nos populations, mais il ne faut pas l'oublier. Et ce que nous faisons maintenant, c'est aussi de défendre les conditions essentielles pour un monde qui sera capable à travailler ensemble contre le changement climatique. Donc ça sert à quelque chose aussi dans la perspective du changement climatique. Dans la deuxième partie, ma question du coup concernant la protection des femmes. Je voulais vous donner un exemple, mais pour la protection des femmes, je pense que c'est la même chose. Parce que c'est le droit international, la Convention d'Istanbul qui protège. Ah non, mais la Convention d'Istanbul qui est la base juridique. Et si le droit international n'a plus de valeur, parce que ce n'est que le pouvoir qui décide, on ne va pas être capable à travailler pour des valeurs qui nous sont chères, dont vous avez nommé deux. Je m'en suis sûr qu'on va trouver d'autres, mais ça c'est l'idée que j'ai. Nous ne défendons pas seulement nos territoires, mais aussi nos valeurs, et vous en avez montré deux très bons exemples. Je vais répondre très vite, puisque sur les deux questions, j'aurais à peu près répondu à la même chose, notamment sur majorité, pas majorité au sein du Parlement.
vous savez, voilà, ce sont les concitoyens, ce sont les électeurs qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour qui que ce soit d'ailleurs au sein de l'Assemblée nationale. C'est une configuration qu'on ne connaissait pas forcément en France, sauf sous la 4e République, mais pour d'autres raisons. Ceci étant, ce que je constate en tant que député assidu à l'Assemblée nationale, c'est que nous arrivons malgré tout à faire passer et à voter de nombreux textes. Et j'ose espérer que sur des sujets... que voter. Pardon ? Plutôt faire passer que voter. Non, Le 49.3, c'est quoi? On ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'Europe et pour faire avancer les choses au niveau de nos pays pour que demain l'Europe soit renforcée. Je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et européennes. Vous savez, on parle d'Europe, on a parlé de l'Ukraine. Moi, j'étais il y a un mois, début du mois de juin, j'étais au Liban. Je peux vous dire qu'au Liban, ils attendent énormément de la France. Ils attendent, et quand je dis la France, c'est la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, et même si vous dites qu'il représente un tiers des Français, il est président de la République, eh bien le Liban, les Libanais aiment la France et attendent énormément de notre part. Et on n'a pas le droit de les décevoir. Je pense aussi, nous sommes ici, et c'est normal, d'opinions politiques diverses, mais nous sommes, Roland l'a dit, en démocratie. Il y a des députés qui ont été élus, il y a un chancelier qui a été élu pour le Bundestag, un président de la République qui a été élu par les Français. Il faut que nous respections les uns et les autres nos institutions. Je continue sur le sujet suivant. Je suis d'accord aussi, madame, avec ce qui a pu être dit par mon collègue Reiss. Évidemment, ça n'est pas, et je pense pas, en tout cas, je n'ai pas employé le terme de priorité, et pas parler de guerre non plus, parce que je ne suis pas une guerrière, loin de là, je tiens à vous le dire. Pour avoir été présidente d'un exécutif, je sais aussi que même s'il y a une priorité, par exemple la crise Covid en 2020, où j'étais présidente d'exécutif, eh bien la vie ne s'arrête pas pour autant, et les autres priorités, en tout cas pour ma part et au niveau du gouvernement français, on continuera à travailler. Je ne vais pas vous dire tout ce qui a été voté d'ailleurs ces derniers temps sur les deux sujets. Et puis la dernière question pour l'étudiant de Sciences Po Strasbourg, je crois. Paris. C'est peut-être pour ça, parce que c'est Paris. Voilà. Je suis certainement mal exprimée. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, pour la jeune génération, effectivement, cette amitié franco-allemande semble aller de soi. Or, moi, je dis, avec mon vécu, et ce que je vis effectivement tous les jours, qu'elle ne va pas forcément de soi. Et c'est Wolfgang Schäuble, ancien président du Bundestag, qui disait qu'il faut cultiver chaque jour cette amitié. Et cet exemple. Un exemple, le Covid aussi, et la fermeture des frontières, qu'on connaît un petit peu, enfin c'est pas la fermeture aujourd'hui, chaque fois lance les contrôles. Mais on le sait bien, au moment de cette fermeture des frontières du Covid, il y a eu énormément d'animosité, de nouveau, voire des, voilà, j'ai envie de dire, la bête qui est au sein de nous, qui est remontée, parce que les travailleurs frontaliers n'avaient même pas le droit d'aller acheter un sandwich, et je ne veux pas qu'on rentre de nouveau là-dedans. C'est juste pour dire que ça demande un effort de tous les jours, si on veut. Je disais là, je parlais de la relation amicale et de la relation amoureuse, là c'est pareil. C'est une relation amicale, c'est une relation amoureuse avec l'Allemagne, et il faut qu'on y travaille chaque jour. Mais on peut en parler en 4 jours tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est un peu contraint par le temps, donc si ça vous va, on peut reprendre une dernière question. Merci, et je vous ferai juste le mini rappel de s'écouter et de ne pas s'interrompre quand on parle. Je vais faire court parce qu'on a aussi la présidente de la GEF allemande qui veut dire un mot. Chloé Fabre, présidente de l'Union des fédéralistes européens et sections françaises. Tout d'abord, merci beaucoup à tous les deux d'être là, et la contradiction n'empêche pas le respect, notamment dans un temps de brutalisation de la vie politique. Donc merci à vous d'être là et de venir échanger aussi avec nous. Premier point que vous avez dit, on en a parlé avec Bertrand Badi jeudi soir,
si vis pacem para bellum, ben non, si on passait tout notre temps à préparer la paix plutôt qu'à prendre plaisir à parler de comment on va faire la guerre, ben peut-être qu'on aurait déjà réussi à construire la paix. Donc ça, c'est un point sur lequel moi, je suis absolument en désaccord avec vous, où on sent une espèce de jouissance de parler de la guerre, de comment on va faire la guerre, sans jamais se dire que c'est tous ces jeunes-là qu'il va falloir envoyer au front à un moment, et pas les gens beaucoup plus âgés qui, eux, auront la chance de ne pas y aller, et de bénéficier des dividendes de la paix. Le deuxième point sur les questions de défense, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, vous êtes franco-allemand, enfin français et allemand, on est dans deux États, certes moteurs de l'intégration européenne, on est dans deux États où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et donc dire que les intérêts vitaux de la France sont les intérêts européens, si ça se trouve dans 2 ans, ce n'est plus vrai. Et c'est pour cela qu'on a besoin, au niveau européen, d'instances démocratiques qui nous préviennent de l'extrême droite qui prendrait le contrôle dans nos États, de nos armées et qui ne nous défendrait pas, ni face à Poutine, ni face à d'autres. Et je voudrais vous interpeller là-dessus. On a une vraie urgence à penser les institutions qui vont nous permettre d'éviter ça. Et c'est vous qui êtes en responsabilité, c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous ne pouvez pas dire oui, on le veut, mais pas maintenant parce qu'on ne peut pas. Nous, on n'est pas au pouvoir. Nous, on ne peut que voter pour des gens qui vont on a. Vous êtes au pouvoir, c'est de votre responsabilité dès maintenant de construire ces institutions. Ce ne sera pas temps de le faire quand Poutine sera en Lituanie et qu'on dira que de la même manière qu'on n'a pas voulu payer le chômage des Grecs, on ne veut pas envoyer nos enfants se faire tuer en Lituanie parce que ça nécessite de la légitimité politique. Et vous rappelez qu'on a plusieurs sondages qui montrent qu'une majorité de citoyens français, c'est un sondage d'il y a 4 ans, sont favorables à une Europe fédérale et qu'on a des eurobaromètres récents qui montrent qu'il y a une vraie confiance au niveau européen sur cet enjeu de défense. Et c'est essentiel qu'on puisse porter ça et que ça puisse exister politiquement. Salut et merci beaucoup d'être ici. Moi je suis Mélanie, présidente de Jeunes Européennes allemands, fédéralistes. Et j'ai une autre question qui n'est pas seulement avec la défense, mais sur la question des Schengen. Parce que je fais un peu de recherche maintenant, quand on était ici. Et l'Assemblée franco-allemande est très importante pour nous. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont proposées là, comme par exemple les réformes il y a quelques années. Et on n'a pas fait beaucoup avec ça. Mais maintenant, il y a eu la proposition de faire les contrôles ensemble aux frontières franco-allemandes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On doit défendre Schengen et pas détruire Schengen maintenant. Les contrôles aux frontières, c'est ça maintenant seulement le premier pas pour l'Europe nationaliste, on ne veut pas. Et vous deux, vous êtes aussi, vous avez proposé cette proposition. Et je voulais demander pourquoi, parce qu'on ne pense pas que c'est la solution et on doit travailler ensemble et pas ensemble pour créer les frontières. Je vais essayer d'être. Ça sera difficile. Tout d'abord, vous avez dit, Madame la Présidente, qu'il faut plus parler de la paix. Moi, je trouve qu'on a trop longtemps fermé les yeux devant la réalité. On a pensé de vivre en paix, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle qu'elle est. Et pour faire la paix, je ne sais pas si on le dit en français aussi, mais it takes two to tango. Si tu veux faire la paix, tu as besoin de quelqu'un vis-à-vis de toi qui le veut aussi. Et chaque fois que l'Ukraine parle avec la Russie de faire la paix, que nous parlons avec la Russie de faire la paix, la réponse est encore plus de bombardement des civils en Ukraine. Vous acceptez ça? Moi non. Donc là, je ne suis pas en désaccord avec vous parce que si on parle des instruments de défense, pas d'agression. Moi, je parle de la paix. Deuxième point, il faut créer une institution qui nous défend sur le niveau européen. Sur le long terme, en principe, je suis d'accord avec vous. Quand moi j'avais votre âge, j'ai vécu
pendant mon stage au Parlement européen d'ailleurs, les négociations de la Constitution européenne. Moi, j'avais ce rêve de vivre un jour dans une Europe, et je l'ai encore, dans une Europe où les décisions les plus importantes, de guerre et paix, je dirais, seront prises à Bruxelles. Moi, j'étais convaincu à l'époque. Vous connaissez le sort du traité sur la Constitution de l'Union européenne. Malheureusement. Et moi, je ne fais pas de sondage, mais j'ai quand même l'impression que nos populations aujourd'hui, et je le regrette, ne serions pas plus ouverts à cette idée d'une constitution européenne qui serait nécessaire pour faire ce que vous demandez qu'il y a 20 ans. Pas en France, pas aux Pays-Bas, et malheureusement pas en Allemagne aussi. Donc, deuxième réponse, je suis désolé, c'est que la réalité que j'ai comme argument. Oui, ça serait le bon niveau de le faire ensemble au niveau de l'Union européenne. Mais je ne crois pas que nous avons le temps de le faire et je crains aussi... C'est la volonté qui manque, c'est pas la possibilité de les faire. On a fait l'Europe et on n'avait rien, on veut faire aussi d'autres choses. S'il vous plaît, on laisse les gens finir. J'adore votre émotion parce que je le comprends très très bien. Moi aussi, je suis déçu de l'état des relations européennes. J'aurais un autre rêve, mais nous sommes élus pour changer la réalité, pour améliorer la réalité, pour protéger les Européens. Et parfois, j'ai l'impression que ce rêve nous n'aide pas trop. Deuxième question, Schengen. Alors, Schengen, moi j'étais contre cette fermeture des frontières du Covid. Je trouvais ça aberrant, c'était une bêtise de penser que le virus a une nationalité. Tout à fait d'accord, et à l'époque j'étais secrétaire d'État du gouvernement de Lassalle, et je me suis opposé, Brigitte et d'autres sont mes témoins. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ensemble? Et c'est une approche pas que allemande. Vous connaissez toutes les autres frontières de la France et vous savez que ce n'est pas que l'Allemagne qui contrôle ses frontières. C'est un objectif commun de contrôler les flux migratoires en Europe, en France et en Allemagne. C'est pour ça que, en ce moment, il y a ces contrôles et j'espère qu'on va les finir bientôt. Mais ce que nous faisons, ça sert à un objectif commun et c'est une politique de migration commune européenne. Parce que Schengen, dernier mot, dernière phrase, c'est une double promesse. C'est une promesse de liberté, sans contrôle sur nos frontières intérieures, mais c'est aussi une promesse de sécurité aux Européens. Une promesse de sécurité sur nos frontières extérieures. Et cette promesse, nous ne la tenons pas. Nous ne la tenons pas et c'est pour ça que si nous voulons vraiment défendre l'idée de Schengen, et moi je suis tout à fait d'accord, il faut tenir ces deux promesses, celle de la liberté et celle de la sécurité, et ça on n'a pas fait, et maintenant on paie le prix, je suis triste, mais on va le refaire en sécurisant nos frontières extérieures et en contrôlant mieux les flux migratoires en Europe. Voilà, très vite, oui, en 2 minutes, promis. Pour la première question, je fais mienne totalement les paroles de Romain. Je rajouterai juste une phrase plus personnelle, mais en y incluant Roland qui est à moitié alsacien, voilà, aussi. Vous savez, ici sur cette terre, on connaît le prix de la guerre. Aujourd'hui encore, notre génération et les plus jeunes aussi, ont dans leur cœur, je dis bien dans leur cœur, cette douleur de ce qui s'est passé ici il y a 80 ans, de cette histoire douloureuse, par exemple des incorporés de force, c'est encore très présent aujourd'hui. Donc, vous ne m'en voudrez pas de vous dire, mais je le dis quand même si je respecte toutes les opinions moi aussi, qu'on ne peut pas parler, nous concernant, de jouissance lorsque nous parlons de la guerre, certainement pas. Vous savez, nous, voilà, je vais pas pouvoir continuer parce que je
passer au deuxième sujet. Mais juste pour vous dire que ça me tient trop à cœur et on ne peut pas se laisser verser. Contrôle aux frontières, Roland le sait. Alors, pourtant, je ne parle pas facilement. Mais là, j'ai pleuré aussi lorsqu'en 2020, les frontières se sont fermées. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour que nous puissions vivre dans une Europe sans frontières. Pour moi, le Rhin n'est pas une frontière. Au contraire, c'est un trait d'union. Eh bien, de voir ces frontières se refermer, pour moi, c'était terrible. Et je le dis, Roland le sait, de voir aujourd'hui, lorsque je passe, parce que j'aime pas ce mot frontière, que je passe entre la France et l'Allemagne et que je vois ces contrôles, pour moi, c'est juste insupportable. Et nous allons d'ailleurs, ce mercredi, le 9 juillet, c'est le mercredi, non, réunir de manière exceptionnelle une session plénière de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, mercredi matin à 7h45, avec les deux ministres allemands et français de l'Intérieur sur cette question pour qu'on trouve une solution. Évidemment, il faut à l'intérieur de Schengen, tant que les frontières de Schengen ne sont pas suffisamment sûres, assurer une sécurité dans l'espace Schengen, mais ces contrôles sont juste insupportables, je le dis. Voilà, je tenais à rajouter ceci. Donc si jamais vous voulez vous brancher à 7h45 mercredi, vous pourrez suivre nos discussions de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Merci beaucoup à vous aussi pour vos questions. Je pense que c'était très utile aussi pour ces moments d'échange. Européenne qui montre la structuration des réflexions pendant la résistance française sur les enjeux européens, gaullistes, communistes et au milieu en Ukraine qui essayent de penser l'Europe, et l'art de la paix de Bertrand Badi qu'on a reçu jeudi soir. Un très grand merci à vous deux.